Hello à tous et bienvenue du coup sur cette petite vidéo. Bon, ça fait un moment que je vous la promets, je vous en parle depuis longtemps et vous êtes nombreux à me la réclamer. Pourquoi est-ce qu'elle arrive seulement maintenant? Parce que déjà il m'a fallu un peu de temps, j'avais envie de la faire mais il m'a fallu un petit peu de temps pour me préparer psychologiquement à la faire et pour passer le cap de lancer la vidéo tout simplement. Et en plus, à partir du moment où j'ai pris vraiment la décision et où j'ai senti que je m'étais un petit peu débloquée sur le sujet et que j'arriverais plus facilement à en parler, j'ai essayé à plusieurs reprises de la tourner. Seulement dès qu'il y a du monde à la maison où je sais que je peux être entendue, ça me bloque complètement. Du coup voilà, aujourd'hui j'en profite, j'ai 1 heure devant moi toute seule. Donc je vous fais cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue à regarder. Je vais essayer de la tourner d'une traite parce que j'ai envie qu'elle soit le plus naturelle possible et le plus spontanée possible. Je dis bien je vais essayer, je risque de me perdre un petit peu, etc. Mais c'est pas grave, au moins ça sera spontané et voilà, je pense que je transmettrai beaucoup plus de choses comme ça. Alors, avant toute chose, je voulais rappeler un petit peu mon parcours parce que voilà, je vous avais parlé de cette vidéo pour vous expliquer ma grossesse extra-utérine, mais je voulais aussi vous situer un petit peu le contexte, vous parler un petit peu de mon histoire, de notre histoire, parce que c'est une histoire qu'on vit à 2 et maintenant qu'on vit à 3. Donc forcément, c'est logique que je vous explique un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous situer un petit peu. Bon, je vous ai dit que j'allais la faire d'une traite et finalement, je l'ai coupée. Bref. Donc pour les petites présentations, donc avec mon chéri, on est ensemble depuis 8 ans et demi. On est mariés depuis maintenant 1 an. Et on a une petite fille donc, qui s'appelle Noémie et qui a 4 ans. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, depuis mes 16 ans, j'ai été diagnostiquée SOPK, donc j'ai ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Ce qui fait que en temps normal, sans traitement, sans pilule, j'ai très peu de cycles naturels, enfin très peu d'ovulation naturelle et je peux parfois passer 6 mois à 10 mois à 1 an sans règles. Voilà, donc j'ai été diagnostiquée à 16 ans suite à une petite frayeur, à une absence de règles de plus de 8 mois. Donc voilà. Avec mon chéri, donc il y a 8 ans et demi, quand on s'est rencontrés, quand on s'est mis ensemble, on a eu assez vite l'envie d'avoir des enfants. C'est venu assez naturellement. C'était un rêve qu'on avait tous les deux de fonder notre famille. Moi, j'étais en études de coiffure, donc c'était pas forcément le bon moment. On voulait quand même se laisser un petit peu de temps. Mais j'avais énormément de problèmes et oh, j'ai perdu le mot. D'effets secondaires avec ma pilule et j'en avais vraiment ras-le-bol de cette situation, donc j'ai décidé de l'arrêter au bout d'1 an et demi. On était d'accord tous les deux, on a décidé de prendre le risque d'arrêter la pilule tout en sachant que la chance que je tombe enceinte naturellement était tellement petite qu'on s'était dit voilà, si ça vient arriver, on était bien ensemble, on savait qu'on voulait fonder une famille même si c'était pas forcément dans l'immédiat, que c'était pas forcément l'idéal dans l'immédiat, on savait qu'on assumerait et que si ça arriverait, c'était vraiment un signe du destin et que ça devait arriver maintenant. Donc j'ai arrêté la pilule au bout d'1 an et demi de relation et on a commencé sérieusement à se poser beaucoup plus sur l'envie bébé au bout de 3 ans et demi, 4 ans de relation. Donc je suis restée 3 ans sans contraception, sans grossesse, avec des cycles qui étaient juste chaotiques et qui étaient quasiment inexistants parfois, qu'on était obligé de déclencher, pour celles qui connaissent, avec le Dufaston pour me déclencher mes règles. Et voilà, donc au bout de 4 ans, on commence vraiment à faire les démarches pour lancer le projet bébé. Alors ça, c'était la chose que j'avais pas prévue dans Je ne coupe pas ma vidéo. Voilà, comme quoi c'est spontané. On commençait à calculer un petit peu plus. Au départ, j'étais suivie par ma gynéco. Je prenais juste le Dufaston pour déclencher mes règles à chaque fois, essayer de tomber enceinte sans stimulation. Ensuite, ça en est venu donc la stimulation ovarienne. J'étais suivie par une gynécologue que j'aimais énormément, mais on n'avait pas fait de tests plus poussés. On avait par exemple, quand elle me faisait mes échographies tous les mois pour vérifier mon ovulation, pour vérifier si tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de kyste.
elle ne voyait jamais mon ovaire gauche et elle ne s'est jamais posé la question. Donc ça a une importance pour plus tard. Voilà. On a commencé en 2015 la stimulation ovarienne à base de Clomid et du Faston pour tomber enceinte. Je venais de finir mes études de coiffure, donc là c'est bon, on était lancés. Et je suis tombée enceinte au bout seulement du 2e cycle. Donc je sais qu'on a eu énormément de chance, que j'ai eu énormément de chance. Ça a pris tout de suite 2 mois de stimulation et c'était bon, j'étais enceinte. Et j'ai accouché du coup de ma fille Noémie le 2 juin 2016. Après la grossesse, tout le monde m'avait dit le syndrome des ovaires polykystiques. Parfois après une grossesse, ça peut se réguler ou du moins ça peut s'apaiser. Et c'est vrai que la première année, j'ai pas repris de contraception et j'avais des cycles plus ou moins réguliers, voilà, entre 30 et 40 jours. Ça restait assez raisonnable. Au 1 an de Noémie, on a eu envie de faire le deuxième, de commencer à faire le deuxième. Et malgré le fait qu'on n'ait eu que 2 mois de stimulation pour Noémie, je l'avais quand même assez mal vécu, même si c'était court. Du coup, je me suis dit, voilà, ça fait 1 an que j'ai accouché, 1 an que j'ai des cycles plutôt normaux, donc je dois techniquement ovuler. Donc on va essayer de calculer tout ça et puis d'avoir des rapports dans les bons moments pour éviter de passer par la stimulation. Aux 2 ans de Noémie, toujours rien, donc là on repart sur un traitement de stimulation pendant 6 mois qui n'a rien donné. Et au bout de 6 mois, il y a eu une rupture de mon médicament, du Clomid, qui fait que j'ai dû arrêter pendant 2-3 mois. Et après, on arrivait à 1 an de la date de notre mariage. Le couple commençait un petit peu, on commençait un petit peu à en avoir marre tous les deux de cette situation du traitement. Et on s'est dit, bon on met sur pause, on reprendra après le mariage. Et puis si une grossesse s'installe entre-temps, voilà, c'est que c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. On arrête les traitements, on se marie du coup en juillet 2019. Et on s'était dit, voilà, on s'est marié le 27 juillet et j'avais mon rendez-vous chez la gynéco, chez le gynéco, parce qu'entre-temps, ma gynécologue a pris sa retraite, chez donc mon nouveau gynéco début août, pour rentamer du coup un traitement ou voir un petit peu ce qu'il allait nous proposer. Arrive ce traitement donc en août 2019. On fait le rendez-vous, on fait une écho, il confirme encore voilà, mon syndrome des ovaires polykystiques avec énormément de follicules sur l'ovaire droit. Et en fait, il voit pas mon ovaire gauche. Donc, il commence à se poser des questions. Il me dit, mais on l'a jamais vu. Je dis non, effectivement, c'est vrai que mon ancienne gynéco ne s'en est jamais inquiétée, c'est vrai. Elle m'a jamais fait pousser de test plus loin, mais c'est vrai qu'aux échographies, elle ne le voyait jamais. Elle supposait qu'il était caché, c'était un peu le bazar, que c'était mélangé avec les intestins, etc. Et il me dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes quand même tombée assez facilement enceinte suite au Clomid la première fois pour votre fille. On va réessayer pendant 3 mois la stimulation ovarienne. Pendant ce temps-là, je vais vous faire les ordonnances pour prendre rendez-vous pour une hystérosalpingographie, bref, le nom barbare, horrible, là, pour vérifier les trompes, voilà, vérifier si tout fonctionne bien, pour faire des examens plus complémentaires. Mais comme dans la région où on est, il y a énormément d'attentes pour avoir des rendez-vous, il m'a dit, on va pas perdre ce temps-là, on va quand même faire 3 mois de stimulation. On commence du coup la stimulation avec un traitement plus fort que pour Noémie. Et donc c'était fin août et 1er septembre, déclenchement de l'ovulation avec 2 follicules. Voilà, 2 follicules, on attend 2 semaines et voilà. Et au bout de 2 semaines, test de grossesse est positif. En sachant que j'avais abordé voilà, cette période de stimulation après le mariage complètement différemment que les fois d'avant, que j'étais ultra positif, on était tous les deux ultra positifs, on se disait voilà, on vient de se marier, ça peut que ne bien se passer, c'est bon, là maintenant c'est le moment, c'est tout de suite. Et du coup j'étais persuadée que ça allait marcher et d'ailleurs quand j'ai fait le test de grossesse, pour moi je savais que j'étais enceinte, j'avais pas besoin du test, mais voilà, ça a été une évidence pour moi. Et du coup comme on a la grossesse de Noémie s'est très très bien passée et que voilà, j'étais vraiment dans cette optique là que cette fois c'était bon. En plus c'était la même date que pour Noémie, j'accouchais, le terme était prévu pour le 2 juin, jour des 4 ans de Noémie. On me disait là voilà, c'est bon, c'est un signe, c'est maintenant, 1 mois après notre mariage, dans les mêmes dates que Noémie. C'était vraiment
Voilà, c'était une évidence. Et j'avais quelques douleurs, mais rien de... Enfin voilà, faut savoir que depuis l'adolescence, j'ai des règles qui sont juste horribles. Enfin voilà, ça fait partie des effets du SOPK. Donc j'ai des règles qui sont atrocement douloureuses, au point où parfois je finis pliée en deux dans le lit à faire des malaises, à pas pouvoir aller bosser, à vomir. Enfin voilà, c'est vraiment très très douloureux. Donc j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est déjà assez élevé et je le sais. Enfin voilà, j'ai tendance à jamais aller consulter pour quoi que ce soit. C'est très rare que j'aille consulter. Il faut vraiment que je sois au bout quoi. Donc j'avais des douleurs, mais pour moi je me disais, j'ai pris du ventre assez vite. Au bout de même pas 1 ou 2 semaines après le test de grossesse, j'avais déjà le ventre qui commençait à sortir. Je me suis dit bon, c'est le deuxième. Tout le monde m'avait dit que le deuxième enfant, le ventre il sort super vite. Donc le corps, voilà, le corps il souffre un petit peu parce que ça se met en place, des douleurs ligamentaires, voilà. Moi je mettais ça là-dessus et je me suis pas inquiétée plus que ça. Alex, lui, par contre, a essayé de me mettre un petit peu des freins parce que il faut savoir que pour Noémie, c'est lui qui a su que j'étais enceinte avant moi. Il avait un pressentiment, il le savait. Il a toujours ressenti les choses. Et c'est vrai que là, il me disait, j'arrive pas. Et d'ailleurs, je lui en voulais un petit peu pendant ce temps-là parce que j'avais l'impression que du coup, lui, il n'était pas content, qu'il vivait pas le truc comme moi et qu'il me donnait des ondes négatives. Et en fait, lui avait un pressentiment et essayait de se protéger et de me protéger en me disant, écoute... moi, je te sens pas enceinte, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, voilà. Et moi, j'étais déjà loin, j'étais déjà, voilà, à peine enceinte de même pas 2 semaines. J'étais déjà en train de regarder les poussettes, les trucs, regarder comment on allait s'organiser avec Noémie. Enfin, tout de suite, je me suis visualisée, j'ai vu très loin. Et c'est vrai que pour Noémie, au début, on m'avait toujours dit, il y a des risques de fausses couches, il y a des risques de complications, faut pas trop se projeter tout de suite, faut essayer de faire un petit peu attention, de se protéger. Et c'est vrai que comme tout s'est bien passé, ben cette fois-ci, je me suis pas du tout protégée et je me suis tout de suite projetée maman. Enfin, je suis déjà maman, mais voilà, je me suis tout de suite projetée avec mon deuxième, avec la petite. Voilà, ça a été tout de suite... j'avais déjà accouché, quoi. J'étais déjà à terme. Et un soir, j'étais toute seule à la maison et j'avais eu des grosses douleurs dans la journée. Et je vais aux toilettes et je vois des traces un petit peu marron, un petit peu de sang dans ma culotte. Donc tout de suite panique, je tremble, j'appelle mon chéri qui était au restaurant avec ses collègues de boulot. Je dis écoute, il faut que tu rentres, faut que j'aille aux urgences. J'ai appelé ma soeur, elle vient garder Noémie. Faut qu'on aille aux urgences, je perds du sang. Moi je m'imaginais une fausse couche tout de suite, je me suis dit fausse couche. Donc on va aux urgences, on fait une échographie. Il voit bien effectivement... une masse dans l'utérus, mais il ne sait pas si c'est une masse de sang ou si c'est un embryon. Et par rapport à la prise de sang que j'avais fait quelques jours avant et à la date de mes dernières règles, il dit c'est bizarre que on ne voit pas plus que ça l'embryon dans l'utérus. Mais il voyait rien d'autre. Et puis à la fin de l'échographie, juste avant d'arrêter, il me dit ah, je vois quand même, mais alors rien de sûr, mais je vois quand même peut-être une petite masse vers l'ovaire droit. Donc là, déjà, moi, je fais le lien tout de suite. Je dis, ça peut être une grossesse extra-utérine. Il me dit oui. Donc, je me mets à pleurer. Je lui dis, écoutez, voilà, ça fait des années qu'on me suit. Ça fait des années qu'on me dit que j'ai peut-être pas d'ovaire gauche et que du coup, j'ai peut-être pas de trompe gauche non plus, mais j'ai pas de preuve. Du coup, forcément, bah, j'ai peur. Si c'est une grossesse extra-utérine, je sais quels sont les risques. Et je veux que ça aille vite, quoi. Je veux qu'on me fasse un diagnostic vite et qu'on prenne les décisions tout de suite pour éviter la catastrophe. Il me dit, écoutez, là, je vois rien. Il y a tellement de sang. Faut attendre que le sang s'évacue un petit peu. Il me donne rendez-vous, donc c'était tard le soir, il était 22-23 heures. Il me donne rendez-vous à 9 h le lendemain. Donc le lendemain matin, on revient. Entre-temps, le soir, avant de partir des urgences, ils me font faire quand même une prise de sang de taux bon, je sais jamais, le taux de grossesse, l'hormone de grossesse. Et ils me font faire une injection de Rofilac puisque j'ai un groupe sanguin négatif et que mon conjoint a un groupe sanguin positif. Donc on fait une injection de Rofilac au cas où il y a des complications pour pas qu'il y ait de problème de transfert de sang ou quoi. Je rentre chez moi le lendemain matin, rendez-vous à 9 h avec une autre gynéco de garde. Elle me fait l'échographie et avant même de faire l'échographie, elle me dit de toute façon, peu importe ce qu'on voit,
votre taux d'hormones il a chuté de moitié. Donc clairement, s'il y a grossesse, dans tous les cas, elle n'est pas évolutive. Donc là déjà, je m'effondre. Alex ne comprend rien, enfin, ne comprend pas forcément, puisque moi, à peine, elle m'a dit, elle m'a dit que mon taux était de 800, alors que quelques jours avant, il était à 1006, 1007. J'ai compris tout de suite, en fait. Elle n'a pas eu besoin de continuer sa phrase pour que je comprenne. Je m'étais déjà effondrée. Et on procède à l'échographie, et là, elle me dit effectivement, dans l'utérus, je vois une masse aussi, mais j'arrive pas à savoir si c'est un embryon ou si c'est du sang. Mais dans tous les cas, si c'est un embryon, la grossesse n'est pas évolutive. Et elle me dit effectivement, j'ai une deuxième masse au niveau de l'ovaire droit. Et c'est une grossesse extra-utérine qu'il va falloir arrêter. Donc moi je me pose la question, je dis mais si voilà, j'avais 2 follicules au moment de la stimulation ovarienne, est-ce que c'est possible que j'ai une grossesse dans l'utérus et une grossesse au niveau de la trompe? Elle me dit oui, mais dans tous les cas au niveau de vos taux hormonal, la grossesse n'est pas évolutive, donc on fait une injection de méthotrexate pour évacuer l'embryon ou les embryons et voilà, et éviter que la trompe n'éclate. Elle me dit il y a 2 possibilités, c'est soit l'injection fait effet et le taux continue à descendre, la grossesse s'arrête et elle s'évacue au bout d'un moment, soit au bout d'une semaine ça n'a pas assez descendu et là on refait une deuxième injection de méthotrexate pour évacuer. Soit troisième option, ça ne marche pas et on vous opère et on retire du coup l'embryon. Elle me dit vu la taille de la masse vers l'ovaire droit, ça serait plus raisonnable de faire tout de suite une opération. Mais le problème, c'est que si opération il y a, la trompe risque d'être trop abîmée. Et si vous n'avez pas d'autre trompe à gauche, on perd toutes les chances de revoir une grossesse naturelle après. Donc elle me fait l'injection. Je rentre chez moi dans un état catastrophique et encore je réalise pas trop pour l'instant. La seule chose que je pense, c'est vraiment je veux sauver ma trompe. Je suis pas sûre d'en avoir 2, donc je veux vraiment sauver ma trompe et j'oublie un petit peu le côté arrêt de grossesse, etc. Je fais un peu un déni là-dessus. Je rentre chez moi, à savoir pour la petite histoire que c'était un week-end où je devais coiffer et maquiller une mariée qui a d'ailleurs été adorable. Bon, j'ai été très pro aussi, j'ai géré comme il faut, j'ai trouvé les personnes et je remercie énormément les 2 personnes qui sont venues me dépanner et faire le mariage à ma place. Je devais coiffer et maquiller et une mariée qui a été adorable et que je remercie aussi du fond du cœur parce que j'ai pas pu y aller, j'étais alitée complètement à cause des risques que la trompe éclate. Et du coup, donc on était vendredi quand j'ai fait l'injection, vendredi matin. Samedi, dans la journée, j'avais des douleurs, ça venait, ça partait, voilà, ça allait encore. Et samedi soir, d'un coup, vomissement, plié en 2, je me lève, je fais un malaise, je transpirais, je pouvais plus bouger, enfin des sueurs froides, des sueurs chaudes, enfin l'horreur. Et je me dis mais je suis même pas capable de me lever, je peux pas aller aux urgences, je peux pas. Donc Alex appelle le SAMU vient me chercher. On arrive à l'hôpital et effectivement la trompe a éclaté, on passe au bloc. Donc ça a été très très mal vécu par Alex. Moi ça allait parce que j'ai pas trop eu le temps de réaliser ce qui se passait, mais ça a été un peu mal vécu par Alex parce qu'ils ont vraiment rien expliqué. Il s'est senti un petit peu abandonné dans un coin. Ils lui ont juste dit voilà, faut opérer tout de suite, sinon il y a des risques clairement pour sa vie quoi. Et c'est le seul truc qu'ils lui ont dit et du coup ça a été la grosse panique. Donc je me fais opérer. Je passe au bloc, à savoir que j'ai une phobie monstre du milieu médical, du bloc opératoire. C'est quelque chose qui me fait très très peur. Et arrivée dans le bloc, j'ai commencé à avoir un état de panique absolue, à trembler, à pleurer. Je comprenais plus rien ce qui m'arrivait. Et puis après, ils m'ont mis le masque et je me suis endormie. Et j'ai souvenir du coup après au réveil, à peine ouvert les yeux, j'étais encore en salle, en salle de réveil, ouais. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Alex devant moi. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que je lui ai dit. Je lui ai dit ma trompe, il m'a dit non. J'ai dit et l'autre, et il m'a dit non. Et je me suis rendormie. Et je crois que je me rappellerai toujours de sa tête parce que c'était vraiment non, genre j'ai pas envie de te le dire quoi. Et on en a reparlé plus tard et il me dit effectivement ça a été la pire chose que j'ai eu à faire, c'est de t'annoncer tout ce qui s'était passé. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Ensuite forcément on passe en chambre. Sur le coup j'ai été vraiment un petit peu dans le déni puisque j'étais vraiment... J'étais concentrée sur ma trompe qui n'était plus là.
j'avais les douleurs de l'opération et puis je me disais, bon, c'est pas grave, il reste la FIV, j'aurai mon deuxième, j'y crois, on aura notre deuxième enfant. J'étais assez positive bizarrement le premier jour, enfin les premiers jours. Et puis petit à petit, ben, forcément on comprend, on réalise tout ce qui s'est passé. Et là ça a été beaucoup plus dur, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. C'est un combat vraiment, je pense que je suis passée par même de la dépression. Je me soigne maintenant seule, j'ai jamais été voir quelqu'un parce que malgré qu'on me le conseille, qu'on me le dise encore, faut que tu en parles, il faut que tu y ailles. Je me sens pas prête pour l'instant. Je préfère gérer tout ça toute seule. Je sais que le jour où je serai prête, j'irai. Je suis convaincue que j'irai, mais pour l'instant, c'est encore trop compliqué pour moi. Mais voilà, on passe par des phases très compliquées. J'ai eu forcément la perte finalement de ce bébé ou de ces bébés, ce mystère qui reste, voilà, qui est très présent. Je le saurai jamais et d'un côté, je préfère pas le savoir. Mais donc il y a eu cette perte, forcément cette grossesse que j'ai vécue pendant 9 mois fantôme, cette grossesse fantôme, parce que j'y pensais tout le temps, même si j'essayais un petit peu de me raisonner, etc. C'est vrai que j'avais toujours des petites choses, des petits trucs qui me rappelaient. Puis l'anniversaire de Noémie qui approchait a été très dur. L'anniversaire de Noémie, ça a été un gros mélange d'émotions parce qu'on avait toujours visualisé notre vie de famille avec des enfants rapprochés déjà, et de me dire qu'elle avait 4 ans et qu'elle était toujours fille unique, c'était quelque chose que j'avais du mal à digérer. Et puis voilà, je savais que mon terme c'était l'anniversaire de Noémie et forcément ça a été très dur à encaisser. J'ai eu énormément de culpabilité par rapport à Alex, de ne pas arriver à lui offrir ce deuxième bébé, de devoir lui faire subir tout ça, parce que là le parcours qui nous attend c'est pas le même encore, c'est encore autre chose, et je sais qu'il y a encore énormément de difficultés qui nous attendent. La culpabilité aussi de laisser Noémie toute seule parce qu'elle réclame beaucoup, elle comprend pas pourquoi est-ce que ses copains, ses copines, ils ont des petits frères, des petites sœurs, pourquoi tata elle a eu un bébé, pourquoi maman elle a pas de bébé. Elle en parle beaucoup, donc forcément c'est dur, je lui explique, on parle beaucoup. On essaye de lui expliquer avec des mots simples, en adaptant un petit peu les choses pour elle, mais c'est vrai que c'est pas évident puisque parfois les émotions elles sont là. Et je veux pas non plus les cacher, je veux la protéger, mais je veux pas non plus lui cacher parce que les émotions elle les ressentent, que je les cache ou pas, elle sait qu'elles sont là. Et du coup je pense que c'est important de tout lui expliquer. Voilà, donc il y a cette culpabilité, il y a cette colère évidemment. C'est le plus dur pour moi à traiter, c'est ça, et je suis en plein dedans. La colère contre moi, la colère contre mon corps, contre ce corps qui ne fonctionne pas, parce que le plus dur pour moi, et je commence à avancer un petit peu là-dessus, et j'ai entamé un petit peu un protocole de pardon, de guérison envers mon corps depuis quelques temps, avec plein de choses, de la médecine douce, de la méditation, des séances photos que je vais démarrer ce week-end. Enfin voilà, j'essaye d'avancer aussi progressivement avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette colère et pendant des mois, ça a été vraiment la dissociation entre moi et mon corps. Et mon corps, c'était mon ennemi, quoi. C'était vraiment... j'ai pris énormément de poids depuis la grossesse extra-utérine parce que je me suis vengée sur la nourriture et à chaque fois que je me disais arrête, faut que tu te reprennes, c'est pas possible... tu te fais du mal et tout, je me disais mais en fait je me fais pas du mal, je fais du mal à mon corps et je le savais, en plus j'en étais consciente. Je fais du mal à mon corps, mais de toute façon mon corps il fonctionne pas, donc il ne mérite pas mieux. Et voilà, c'est super dur là, le fait de le dire et de réaliser vraiment à quel point enfin, voilà, je suis encore en colère contre mon corps. Ça m'arrive encore de me dire mais pourquoi il fonctionne pas, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi j'ai pas mes 2 trompes, pourquoi est-ce que j'ai qu'un ovaire. Parce que du coup, j'ai pas de trompe, mais j'ai pas d'ovaire non plus à gauche. Enfin voilà, c'est beaucoup de questions. Il y a toujours cette peur, même si mon mari, Alex, a été juste extraordinaire. Il a encaissé comme il a pu, il m'a soutenu comme il a pu. Et franchement, ça n'a pas été facile du tout. Il a pas eu la meilleure position possible. Parce que je suis quelqu'un qui garde tout pour moi, qui n'en parle à personne. Et le seul à qui j'en ai parlé, c'est lui. Le seul qui a encaissé, c'est lui. Faut que je respire. Voilà, ça a été énormément de colère aussi contre moi de ne pas pouvoir offrir un meilleur parcours à Alex, de ne pas pouvoir lui faire
un deuxième enfant, de devoir lui faire subir tout ce qui nous attend, tous les examens, toutes les piqûres, toutes mes sautes d'humeur, tout mon corps qui change, enfin voilà, c'est énormément de choses. Et c'est aussi cette peur, même si j'ai une confiance énorme en mon mari et que je sais qu'il ne me fera jamais de mal et qu'il m'aime, il y a toujours cette peur de se dire purée, peut-être qu'un jour il aura envie d'aller faire cet enfant avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, que je voulais faire une vidéo parce que déjà ça me fait du bien à moi, ça m'aide aussi à avancer, à m'exprimer, mais je sais que je suis pas toute seule à vivre tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit des fausses couches ou des grossesses extra-utérines ou pas de grossesse du tout et une infertilité qui dure et qui ne mène à rien malgré les tentatives. On vit toutes un petit peu nos combats différemment. On vit tous, parce que j'ai tendance à dire toutes, mais c'est un combat de couple, c'est vraiment quelque chose qui se vit à deux. Et c'est important de lever aussi le tabou là-dessus et c'est pour ça que je voulais en parler, que je voulais faire une vidéo. Ma vidéo elle va être hyper longue, ça fait déjà 24 minutes. Je vais être obligée de la couper en deux, je pense. Bref, je vous avais dit, c'est spontané, je m'arrête pas, hein, parce que sinon c'est la cata. J'avais vraiment envie de lever le tabou là-dessus, parce que vous n'êtes pas seuls. On est nombreux, on est nombreuses à vivre des choses comme ça. Et c'est important de savoir qu'on n'est pas seul et que tout ce qu'on vit c'est normal. Moi j'ai vécu énormément de culpabilité, énormément de colère comme je vous disais. J'ai vécu aussi énormément et encore aujourd'hui de jalousie parce que c'est humain, parce que quand on voit une femme enceinte ou quand on voit une copine ou un membre de notre famille, parce que moi j'ai été confrontée, voilà je le dis, ça a été très dur, j'ai été confrontée à la grossesse de ma grande sœur avec qui je suis très proche et avec qui je suis une tata complètement gaga avec mes neveux. Ça a été très dur parce que c'était les mêmes dates approximativement que ma grossesse et c'est vrai que du coup j'ai eu énormément de mal à vivre cette grossesse. Je ne l'ai pas vécue comme j'ai vécu les grossesses, ces précédentes grossesses où j'étais très investie. Et il y a eu cette culpabilité là de ne pas arriver à passer le cap et à m'investir dans sa grossesse et à être, même si au fond de moi j'étais contente bien sûr, mais ouais, ça a été très difficile, puis je me sentais coupable aussi de ressentir cette colère et cette jalousie envers elle parce que je me disais mais c'est pas possible, c'est ta sœur, tu peux pas être dans cet état-là par rapport à elle, tu dois juste être contente pour elle. Et ça, faut aussi arriver à accepter du fait que c'est normal d'avoir ces réactions-là et c'est humain et elle m'en veut absolument pas et j'ai réussi à en parler avec elle et à débloquer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est important. Et voilà, l'arrivée de mon neveu, ça a été... je l'ai vu comme une grosse étape à franchir, mais je savais qu'une fois que le bébé serait là, ça irait mieux, et effectivement ça va mieux. Mais voilà, on a énormément de pression au sein du couple quand on est dans des problèmes de fertilité comme ça, et on est aussi soumis à beaucoup de pression autour de nous, par l'entourage, par les grossesses qu'on voit de nos copines, de nos amis autour. Plus le temps passe et plus on en a, et c'est normal. Et cette culpabilité est là, il y a énormément de choses à gérer, énormément de sentiments à gérer, mais ce qu'il faut surtout, et c'est ce que j'apprends, et voilà, quand je vous dis que j'ai entamé un protocole de guérison et de pardon, j'apprends aussi à reconnaître mes émotions, à les accepter, et à me dire que tout ce que je ressens, en fait, c'est normal, et c'est pour ça aussi que cette vidéo, pour moi, elle était importante, et que je veux le transmettre, c'est vous êtes en colère, vous êtes jalouse, vous êtes triste, vous vous sentez coupable, c'est normal, c'est humain et il faut ressentir ces émotions-là, il faut les ressentir pleinement. Il ne faut pas essayer de se les cacher et de se dire que c'est pas bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est normal, c'est votre protocole, c'est votre processus et arrivera un moment où vous aurez cette envie de passer par-dessus et d'avancer. Et là, c'est ce protocole que je suis en train de mettre en place pour me pardonner, pour pardonner à mon corps, pour arrêter de me faire souffrir et avancer tout simplement pour préparer mon corps à accueillir un joli petit bébé dans les meilleures conditions qui soient. Et pour que ça marche, on le sait, le corps a besoin d'être bien, la tête a besoin d'être bien. Et un petit cocon d'amour, ça passe aussi par le ventre, mais ça passe surtout par l'état d'esprit, par le bien-être. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je suis rentrée un peu dans les détails, mais je voulais vraiment qu'elle soit complète. Je vous ferai peut-être d'autres petites vidéos plus courtes quand on commencera vraiment notre protocole de FIV. D'ailleurs, je vous dis un petit peu où on en est. Ça a été un petit peu long et aussi parce que moi, j'ai voulu attendre un petit peu de me laisser le temps pour pas
entamer tête baissée un protocole de FIV et prendre le risque, comme justement voilà mon état d'esprit n'était pas au top, prendre le risque d'avoir un échec et de ne pas réussir à surmonter. Là je sais que maintenant avec le protocole que j'ai entamé et l'état dans lequel je suis maintenant, je sais que je suis un petit peu plus forte si jamais il y a des déceptions à encaisser et j'arrive à être beaucoup plus positive aussi maintenant. Voilà, donc c'était important et on démarre donc le protocole de FIV normalement fin août ou début septembre selon quand mon cycle arrive. Voilà, sur ce, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Même si elle ne vous a pas forcément parlé à vous, elle pourra parler à des copines. Il faut vraiment briser ce tabou sur l'infertilité, sur les fausses couches, sur les grossesses extra-utérines. Il faut en parler, on n'est pas seul, on est tout ensemble, on est tous ensemble. Et voilà, faites tourner et je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!